Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier DSP2. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision en fait un peu pour les néophytes. J'ai eu en préparant l'atelier le thème. Comment l'idée m'est venue, en fait, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent « Mais Loïc, la DSP2, pour nous, quels sont les impacts trésorerie ?» Je ne suis pas forcément dans le B2C, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. Je n'ai pas forcément lu la directive dans le détail. Donc voilà comment l'idée de cet atelier est venue. Donc pour l'animer, j'ai fait appel à nos amis de Société Générale. Donc nous avons, je vais les laisser se présenter, Fanny et François-Xavier. Bonjour, je suis Fanny, je travaille dans l'équipe des relations interbancaires de la Société Générale. Et bonjour à tous, François-Xavier, je suis responsable du développement des services digitaux corporate, cash management. Donc, ce que je vous propose de voir, voilà, on a adressé différents thèmes. C'est peut-être de commencer par la partie le calendrier, c'est-à-dire cette année, qu'est-ce qui se passe au niveau calendrier sur la DSP2 ? À partir de quand est-ce que ça rentre réellement en phase ? Et donc, Fanny va nous présenter ça dans le détail. Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord essayer de vous donner quelques informations générales, puisque je ne sais pas ce que vous savez de ce que vous ne savez pas la DSP2, probablement vous savez déjà tout, mais donc quelques informations générales, et puis après on ira de plus en plus dans le détail pour voir quels sont les impacts pour vous au quotidien de cette directive. Donc la DSP2, qu'est-ce que c'est ? La DSP2, en fait, ça commence à être une directive assez vieille. Donc je sais qu'ils n'aiment pas trop ça quand je dis ça dans mon entreprise parce qu'on n'arrive pas à la mettre... Enfin, c'est difficile pour les banques et les TPP de se mettre en conformité. Et pour autant, c'est quand même une directive donc, qui a été adoptée déjà en 2015 avec une publication donc, début 2016. Alors, on a l'impression qu'elle est récente parce que des mesures complémentaires sont arrivées au fur et à mesure pour la mettre en œuvre, mais les grands principes donc, datent déjà de quelques années. Alors, quel était l'objectif de cette directive ? L'objectif de la directive, si je puis me permettre, c'est quand même de tout casser, c'est-à-dire de séparer tout ce qui est service des tuyaux informatiques. C'est la même démarche que dans le domaine du rail ou de l'énergie. On a séparé l'infrastructure du rail avec les propriétaires des compagnies de chemin de fer. Ou dans le domaine de l'énergie, on a séparé EDF qui fournit l'énergie et de l'autre côté, celui qui entretient le réseau. L'idée, c'était de faire la même chose dans le domaine bancaire avec mettre à disposition donc, les infrastructures des banques à de nouveaux acteurs. D'un côté les infrastructures et de l'autre les banques qui offriraient des services et ces nouveaux acteurs aussi. Alors bien entendu, la difficulté quand même du secteur bancaire, c'est qu'il y a de maintenir un niveau de sécurité des paiements. Parce qu'en ouvrant, les tuyaux sur lesquels figurent les paiements, il y a de gros risques, il y a des risques derrière qu'il faut maîtriser. Donc cette directive, elle date de début 2016. Les États de l'Union européenne avaient 2 ans à peu près pour la transposer. Donc certains pays l'ont transposée dans les délais et d'autres ont pris un peu plus de temps. À l'heure actuelle, la quasi-totalité des pays européens ont transposé cette directive. Pour information, on me demande souvent quand une directive n'est pas transposée, est-ce qu'on a besoin de la respecter ou pas ? Et souvent, on me dit non, on n'a pas besoin de la transposer, enfin, on n'a pas besoin de la respecter. C'est plus compliqué que ça. Une directive européenne, si les dispositions sont claires, même si elle n'est pas transposée, normalement, on doit quand même en respecter les principes. Ce sont plus les dispositions qui renvoient à des textes de mise en œuvre qui elles, n'ont pas vocation à être respectées si la directive n'a pas été transposée. Donc, à l'heure actuelle, globalement, tout le monde a transposé cette directive. Et donc, il y a plusieurs principes dans ce texte. Il y a donc
en fait, c'est encore le slide d'avant. Ce texte, c'est une continuité de la directive qui avait avant, qui s'appelait la DSP1, mais qui, en étant beaucoup le périmètre, avait l'introduction de nouveaux acteurs. La première directive DSP1 avait vocation à plutôt mettre en œuvre l'espace CEPA. Là, on fait rentrer de nouveaux acteurs avec de nouveaux agréments pour ces acteurs. Et donc, comme j'ai dit, on essaie de séparer quand même tout ce qui est service des tuyaux, entre guillemets. Dans cette directive, on acte aussi la priorité aux clients avec un remboursement à J+1, au maximum à J+1, en cas de réclamation du client. La première directive parlait de remboursement le plus rapidement possible. Les autorités européennes ont estimé que certains acteurs prenaient quelques marges d'appréciation sur le plus rapidement possible. Donc là, c'est très clair, c'est remboursement à J+1, au plus tard. Par ailleurs, cette directive, et souvent on ne le regarde pas assez quand on étudie les textes, impose de nombreux reportings. J'en ai cité 2. Reporting opérationnel et sécurité, c'est-à-dire reporting incident majeur. Le reporting incident majeur, par exemple, c'est s'il y a un incident qui est qualifié d'important, il y a des critères, un incident qualifié d'important qui surgit, on doit prévenir le régulateur dans les 4 heures, ce qui est quand même très rapide. Et ensuite, on doit très régulièrement, tous les 2-3 jours, donner des avancées du suivi de cet incident. C'est un reporting qui est très lourd à mettre en œuvre pour les établissements bancaires. On regarde souvent pas assez ces aspects-là de reporting parce que ce ne sont pas des aspects qui apparaissent au début stratégiques dans les directives. Là, l'aspect stratégique, c'était on va avoir de nouveaux concurrents, les fintechs, il faut ouvrir nos systèmes. Mais parfois, on s'aperçoit qu'in fine, ce qui va peut-être coûter le plus cher aux établissements bancaires, ce ne sont pas les conséquences des aspects stratégiques, mais bien les conséquences de cette multiplication de reporting et de données à remonter aux régulateurs. Et quand on dit que c'est un coût pour les établissements bancaires, c'est un coût que malheureusement derrière, il y a un impact aussi client, puisque les coûts se répartissent entre tous. Donc voilà. Donc l'entrée en vigueur de la directive et des grands principes, c'est récent, c'est cette année. Ça m'étonne de votre 14... oui, non, c'est parce qu'en fait, oui, d'accord, sur ça le c'est déjà précédent. les RTS. Voilà, donc c'était en exactement. début d'année, les grands principes sont rentrés en vigueur, avec l'obligation de remboursement +1, la mise en place de ces reportings au fur et à mesure. Donc ça, normalement, tous les acteurs doivent déjà le respecter. Et par contre, il y a une deuxième partie, un deuxième Big Bang, c'est celui qui va arriver en septembre de cette année, puisque dans les mesures d'exécution, il y a toute une partie qui régule l'accès, les relations entre les nouveaux acteurs et les banques, qui n'entrent en vigueur qu'au 14 septembre. Donc concrètement, au 14 septembre, toutes les banques doivent permettre aux fintech d'accéder à leur système. Et ça permet aussi aux clients que vous êtes, vous, de pouvoir choisir votre mode d'accès à votre compte en banque, que ce soit par l'intermédiaire de la banque, par l'intermédiaire de ces nouveaux acteurs, ou également, ça peut être les deux en fonction de vos besoins. Donc ce Big Bang qui va intervenir en septembre, il a bien sûr commencé, on a déjà commencé à adapter nos systèmes, on a commencé à mettre en phase de test et de production certaines de nos applications. Mais en septembre, normalement, donc, c'est là que va se produire le plus grand changement. Peut-être je vais te laisser la parole pour le plus haut, non? Parce que je trouve que on va le détailler dans la suite de la présentation, à la limite. D'accord. Alors, il y a notamment un sujet qu'on voit, là, Fanny, sur le slide que tu as noté, c'est identification forte. Je pense que la question est un peu dans les têtes de chacun d'entre nous, aussi bien en tant que consommateur. Du coup, qu'est-ce que ça signifie déjà cette authentification forte et qu'est-ce que ça veut dire? Et également pour les trésoriers, qui je sais qu'on m'a beaucoup très souvent posé la question, quels sont les impacts pour moi, trésorier, de ce système d'authentification forte? Une des questions qui revenait notamment assez souvent, c'est je suis utilisateur d'IBIX TS. Est-ce que, par exemple, mon certificat 3SKI, il est compatible avec cette nouvelle directive?
Voilà, un peu les questions qui se posent et auxquelles François-Xavier va nous donner quelques éclaircissements. Merci Loïc. Alors effectivement, alors on va commencer par du jargon, puisque pour parler d'authentification forte, on parle de SCA, pour Strong Customer Authentication. Alors la SCA, vous la pratiquez déjà dans vos usages au quotidien. La SCA, c'est l'authentification forte qui nécessite de répondre à des exigences renforcées qui tournent autour de la règle des 3 facteurs. La règle, les critères de possession, de connaissance et d'inhérence qui veulent que pour qu'un moyen de sécurité, d'authentification soit considéré comme robuste, il faut qu'il puisse activer au moins 2 facteurs concomitants d'authentification. Donc ces moyens d'authentification, on a cité 3 ESCI, il y en a d'autres. Il y a les mécanismes OTP, il y a les mécanismes avec mot de passe. On a cité, vous verrez sur le slide, Secure Access, qui est la solution Société Générale, qui est une solution applicative PC et mobile. Voilà, donc il y a une diversité de solutions d'authentification forte. Alors la question, c'est qu'est-ce que change la DSP2 et qu'est-ce que ça va changer pour vous au quotidien? Alors, la DSP2 nécessite, et ça sont des exigences qui sont valables à la fois pour nos canaux existants, mais également pour les usages qui seront faits par l'intermédiaire des fintechs. La DSP2 nécessite, au travers de l'article 97, une obligation d'authentification forte pour tous les cas d'usage d'accès au compte, d'initiation de paiement, et pour tous les cas d'usage qui présentent un risque de fraude. Ces cas d'usage, en théorie, couvrent les services digitaux, couvrent également les protocoles de télétransmission, couvrent également les opérations monétiques, etc. Mais du coup, le régulateur a prévu des schémas d'exemption qui tient compte du fait que, sous certaines conditions, on considère que le risque est limité ou que le protocole est suffisamment sécurisé pour s'exempter de ses obligations. Alors, les exemptions, je vais dissiper assez vite quand même le malentendu, elles sont quand même assez axées à destination des clientèles individuelles. C'est-à-dire que, par exemple, pour une opération de faible montant, on peut s'exempter d'authentification forte. Mais on parle de montants de l'ordre de 30 €, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça aura une valeur très, très limitée pour vous. Il y a d'autres exemptions possibles. Il y a notamment des exemptions si on considère qu'il y a une connexion à fréquence régulière sur les sites de consultation et sans qu'on expose de données sensibles dans ces sites. Donc ça, c'est un intervalle de 90 jours. Il y a des exemptions, par exemple, pour les paiements vers soi. Il y a des exemptions pour les paiements à destination de bénéficiaires de confiance si on a fait la démarche de les enregistrer comme tels. Enfin voilà, il y a tout un cadre, mais qui, de manière générale, de notre conviction sur les services de banque en ligne, n'a pas beaucoup de valeur pour l'entreprise parce qu'en fait, on était déjà dans une trajectoire qui valorisait l'authentification forte. Et donc, on a opté pour une généralisation de l'accès et de la consommation des services digitaux via authentification forte, sans bénéficier de ces mécanismes d'exemption, ce qui est, semble-t-il, une pratique généralisée sur la place. Reste donc la question des protocoles de télétransmission, où là, en revanche, la conviction de place, c'est qu'effectivement, les protocoles sont suffisamment robustes et sécurisés. Et donc, des dossiers d'exemption ont été adressés aux régulateurs pour la plupart des protocoles. On a cité EBIX, c'est vrai aussi sur EBIX-DE, c'est vrai sur SwiftNet, c'est vrai sur les différents protocoles, avec pour finalité donc, de valider ces demandes d'exemption. Donc, on s'oriente vers une absence d'authentification forte sur ces protocoles. Donc, vous me direz... Voilà, pas de changement sur les protocoles de télétransmission. Donc effectivement, la question c'est est-ce qu'il y aura des changements visibles pour nous, trésoriers ? Eh bien oui, d'une part parce que le diable est dans le détail et que la question c'est pas tant est-ce que j'accède à mes services avec des moyens d'authentification forts, c'est plutôt comment je les exploite et quelles sont les opérations sensibles qui vont nécessiter que je renouvelle cette authentification. Il y en a plusieurs, donc j'ai cité l'initiation de paiement, c'est-à-dire que à chaque validation d'opération, il faudra reproduire l'authentification du client, puisque l'objectif c'est de répondre à ce qui s'appelle le dynamic linking, c'est-à-dire en fait garantir qu'on est bien sur une opération d'authentification qui est spécifique au paiement que je suis en train d'initier.
Donc c'est ce qu'on appelle aussi communément la validation forte, hein, mais c'est un rejeu d'authentification client au moment de la validation d'une opération de paiement. Et on va avoir la même chose sur toutes les opérations qui présentent un risque de fraude, et en particulier donc, sur nos services digitaux, les actions d'administration sensibles. Par exemple, le fait d'attribuer des droits de saisie de validation à des utilisateurs. Donc ça veut dire que les parcours vont évoluer avec une généralisation de l'authentification forte dans les parcours clients. Ça veut dire que du coup, il faudra être nécessairement équipé pour pouvoir bénéficier des services en ligne. Et ça représente, alors, par exemple, à la Société Générale, un gap d'à peu près 20% des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, on a encore 20% des utilisateurs qui n'utilisent pas ces moyens d'authentification forte, parce qu'ils sont sur des usages très basiques de consultation ou de saisie. Donc ça veut dire pour les entreprises et pour les banques une action d'équipement résiduelle sur ces populations d'utilisateurs. Et puis enfin, il pourra y avoir de manière ciblée des ajustements à faire sur les solutions en elles-mêmes, parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les normes techniques déclinent tout un chapelet d'exigences vis-à-vis des mécanismes intrinsèques d'authentification forte qui vont nécessiter des aménagements sur les solutions. Et c'est le cas en particulier de 3SKI, puisque en l'état, 3SKI ne permet pas la validation forte. Voilà. Donc, fort heureusement, ces non-conformités ont été anticipées. Et donc, à la date du 14 septembre, on sera en capacité de faire la validation forte 3SKI sur les canaux digitaux, mais ça nécessitera la mise à jour des clés via une intervention donc, des utilisateurs sur le site 3SKI. Je vais peut-être rajouter, là on a parlé des impacts pour vous en tant que trésorier. Vous êtes aussi des personnes individuelles, donc vous verrez aussi des impacts pour vous en tant que personne physique lorsque vous accéderez à votre banque en ligne. Donc parce qu'il y a des obligations d'authentification fortes, le parcours sera malheureusement un peu plus complexe. À l'heure actuelle, si vous consultez votre banque en ligne, normalement on vous demande juste mot de passe identifiant. Là, la DSP2 nous oblige tous les 90 jours à faire de l'authentification forte, c'est-à-dire vous recevrez un SMS en plus. Elle oblige aussi, si vous faites des virements avec de l'initiation de paiement, à faire de l'authentification forte. Donc vous verrez des impacts en tant que trésorier, vous le verrez aussi en tant que consommateur quand vous allez utiliser votre banque en ligne, avec donc de plus en plus de demandes de SMS ou voilà, de renforcement de la sécurité de la part des banques. Ça ne vient pas de nous, ça vient de la DSP2. Merci. Donc le sujet est très, très riche, très vaste. Quand on a préparé l'atelier, là, on avait identifié un certain nombre de thèmes. Je vois qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Je ne sais pas, donc parmi les thèmes dont on peut vous parler, c'est voilà, qu'est-ce qu'un TPP par exemple, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, les API, quelles sont les opportunités, comment ça fonctionne, quelles sont les contraintes, etc. Le sujet est ouvert. Avez-vous une préférence ou des questions voilà. J'ai une question complémentaire sur le renforcement et la télétransmission. Oui. Aujourd'hui, on dit 3SKI, du coup, ça change rien, ça fait partie des exemptions. On est en signature corporate sur Swift. Est-ce que ça fait partie des exemptions aussi ou... Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc vous faites de la signature, c'est ça, 3SKI par Swift? Non, ou signature. Ah oui, juste signature Swift, quoi, au sens certificat, d'accord. Ok. Donc ça fait partie effectivement des cas d'exemption. Le protocole Swift qui est jugé suffisamment sécurisé pour s'exonérer d'une surcouche d'authentification client. Il n'y a pas de contrôle sur comment ça se passe en amont. Ça, c'est la responsabilité des entreprises qui le mettent en place. Oui. Alors, je vais peut-être, du coup, embrayer quand même sur la partie API. Je pense que ça permettra d'avoir la vision complète sur les marqueurs de changement principaux de la DSP2. Donc, les parcours API, alors c'est très jargonneux, on va essayer de vulgariser, c'est ce que indiquait Fanny en introduction. Finalement, ça procède d'une démarche assez simple, hein, c'est de considérer que la banque n'est pas propriétaire des données du client et que le client a possibilité, s'il a accès à un certain nombre de services en ligne, à déléguer ses accès à des tiers fintech, sous réserve bien sûr qu'elles soient agrémentées. C'est pas nouveau. Derrière ces services d'agrégation, il y a des acteurs qu'on connaît déjà de longue date. Hein. On peut parler de Linkso, on peut parler de Fiduceo, on peut parler de Budget Insight. On peut parler également de Sofort en Allemagne sur les services de paiement. Simplement, jusqu'à présent,
ça s'exerçait dans un cadre non réglementé et non normé. Donc l'enjeu de la DSP2, c'est de dire, mais en fait, on va l'encadrer, on va le normer, on va le sécuriser, de manière à favoriser la diffusion de ces pratiques, à favoriser l'entrée de nouveaux acteurs, mais par contre, à abandonner les pratiques usuelles qui étaient quand même assez fragiles, puisqu'en gros, vous confiez vos identifiants et vos mots de passe à un tiers non agréé pour accéder à votre place, à vos données de paiement. Voilà, donc le principe, il est assez simple, c'est celui-ci. Hein. On va en réalité interopérer des fintechs avec les banques et elles vont agir pour le compte de l'utilisateur final sur ces plateformes de banque en ligne. Alors, ce qu'il faut préciser tout de même, c'est que quand on parle d'utilisateur, on parle bien de la personne physique. C'est-à-dire qu'y compris dans le champ corporate, qui est soumis à ces obligations, c'est bien la personne physique qui opère, qui est reconnue et qui agit dans le prolongement des services dont elle dispose déjà en ligne. Voilà. Donc c'est pas c'est quelque chose qui est vraiment construit autour des services digitaux et par symétrie. C'est pas une nouvelle brique qui serait due et qui serait gérée à la maille de chacun des comptes corporate. En fait, c'est bien une réplication des services digitaux avec une symétrie en termes de périmètre de services et de schéma de contrôle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que du coup, on prévoit deux cas d'usage. Un cas d'usage d'agrégation, un cas d'usage d'initiation. Et que vous allez avoir la possibilité en tant qu'utilisateur de passer par un intermédiaire TPP. Et je vais peut-être juste, très rapidement, mais finir quand même sur le schéma. Vous allez pouvoir passer par un TPP, lui manifester votre consentement. Une fois que ce consentement a pu être capté, le TPP aura possibilité à votre place d'aller capturer les données de compte, des soldes, de transactions et d'initier des paiements. Alors évidemment, c'est quelque chose qui en fait nécessite du coup un cadre normé. Le cadre normé, ce sont les API, c'est-à-dire ce sont des interfaces mises à disposition des TPP qui forment un peu la boîte à outils technique du service et qui va permettre donc de normer les interactions qui permettront de supporter ces parcours. Ce qui est important, parce que ça c'est quelque chose qui sera invisible pour vous, à la limite la structure de services et des protocoles d'échange, ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont bien vos services digitaux auxquels vous accédez et que pour ça, il faut que vous manifestiez votre consentement et ce consentement, il est manifesté, il est capturé par le TPP, mais il est confirmé auprès de la banque via les mécanismes d'authentification forte. Donc en fait, on reste dans un parcours en triptyque entre la banque, l'utilisateur et le TPP. Et pour la banque, c'est un enjeu parce qu'on conserve la responsabilité de l'authentification du client et des flux et des instructions qu'on va capturer. Voilà. Donc si on regarde maintenant les cas d'usage, en fait, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va offrir d'abord la possibilité donc un peu sur le même modèle que les services d'agrégation que vous connaissez et que vous pratiquez peut-être en tant que particulier, ça va offrir la possibilité de mettre en place des services de gestion multibancaire via un TPP, pouvoir agréger ses comptes et initier des paiements.